MSTV Black. Oui, mais ce qui se passe n'est pas une fête des noces. Hein? C'est une situation déplorable, une situation catastrophique où des vies humaines sont fauchées à la suite d'une insécurité créée de toutes pièces, j'insiste. Nous sommes nés dans ces pays. Nous sommes Congolais. Nous avons une mosaïque des tribus évaluées à plus de 400 et quelques, mais qui ont toujours vécu dans une coexistence pacifique. Les Teke et les Yaka sont deux communautés qui partagent le même environnement, mais qui ont toujours vécu dans la paix. Mais d'où est venu ce spectre de violence qui fait qu'aujourd'hui, les deux peuples qui cohabitent ensemble se regardent aujourd'hui en chien de faïence? Il ne faut pas invoquer le Saint-Esprit pour comprendre qu'il y a un malaise. Lequel malaise nécessite ou appelle aux autorités actuelles, n'est-ce pas, une réaction qui devra aller dans le sens d'imposer l'autorité de l'État. Non, mais un gouvernement ne peut jamais dire qu'il y a une main noire. Ça, c'est un aveu d'échec. La force, la contrainte, c'est l'État qui l'exerce. Alors, devant une situation comme celle-là, l'État doit montrer qu'il est capable, n'est-ce pas, de restaurer l'autorité de l'État par toute voie, y compris la voie de la contrainte. Nous avons une armée, nous avons les services de renseignement, nous avons la police, et la population doit également être mise à contribution. Hein? Et mettre un mot par rapport au sit-in de l'opposition qui a été passé le jeudi passé pour aller au CENI. Oui, mais le droit de faire les sit-in est garanti par la Constitution. C'est à l'État, n'est-ce pas, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Donc c'était un droit légitime que les opposants ont exercé, et je crois qu'il fallait les leur accorder, et bien entendu en organisant, n'est-ce pas, les mécanismes prévus par la police pour éviter des débordements. Bon, je me réserve de dire que ce sont des propos tribaux ou des propos qui attisent la haine tribale. Je me réserve de dire ça. Mais tout ce que moi je peux me permettre de dire, que lorsqu'on exerce le pouvoir, il faut s'attendre aux critiques. Toute autorité humaine établie ne peut pas accepter des critiques. Si on critique le chef de l'État, c'est logique, je dirais même légitime. Et d'ailleurs, lorsqu'on reçoit des critiques et qu'on s'en tient à la véracité de ces critiques, on découvre et on se découvre en même temps pour recadrer les tirs. Il ne faut pas refuser les critiques. Le chef de l'État est à la fois une personne et une institution. Et une institution étatique. Pourquoi ne pas vouloir accepter des critiques? Pour une fois, j'applaudis les chefs de l'État. Je dis pour une fois. Pourquoi? Parce que, à part Mobutu, qui a réussi à rencontrer le brillantissime président chinois qui est déjà décédé, je cite Mao Tse-tung, et il y avait des retombées politiques dans la coopération sino-zaïroise de l'époque. À part Mobutu, cette fois-ci, c'est le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi qui a donné un coup de massue et qui a redonné, n'est-ce pas, de la vitalité à cette relation sino-congolaise. Vous me demanderez pourquoi? Mais c'est tout simplement parce que cette fois-ci, c'est entre deux États.
et non entre certains individus et l'État. Vous comprenez la différence ou la nuance qu'il y a? Et d'après ce que nous avons appris, cette coopération gagnant-gagnant va pouvoir procurer au Congo un pactole à près de 150 milliards. C'est déjà positif comme option levée, mais encore faut-il qu'on puisse matérialiser cela au bénéfice de ces deux peuples. Et de ce point de vue, coup de chapeau. C'est la défaillance à trois niveaux. Au niveau étatique, au niveau provincial et au niveau communal. L'État doit pouvoir, comme je l'ai dit pour Kwamount, restaurer son autorité. Au niveau provincial, il faut également une politique tendant à assurer la paix. Et au niveau communal, parce que une commune, c'est une entité territoriale décentralisée. Elle doit, elle aussi, disposer des mécanismes tendant à asseoir l'autorité de l'État. Et dans tout ça, la police, notre police, accuse un sérieux déficit parce qu'elle ne dispose même pas d'un plan de lutte contre les Koulouna. Et même notre justice. Savez-vous que quand on arrête un Koulouna, on l'amène au parquet. Au bout d'un temps, il recouvre la liberté. Et si vous demandez pourquoi, on vous dira, oh non mais il n'y a pas de plaignants, il n'y a pas de victimes. Non, ça c'est une erreur. Donc la répression contre le Koulouna, vu la dangerosité de ces phénomènes, ne devra pas attendre des actions. Il faut s'en prendre aux individus, agir sur la personne et non sur l'acte. Donc là-dedans, on a un problème de concept. Il faut bien définir les concepts pour parvenir à agir afin de maîtriser ces phénomènes. Et ici, je dois également rappeler que la population elle-même est coupable, n'est-ce pas, de l'émergence de ces phénomènes. Nous vivons avec ces jeunes gens, nous connaissons leurs familles, nous connaissons leurs adresses. Et parfois, quand ils commettent les forfaits, ils fouillent dans nos quartiers, nous les cachons. Vous voyez comment est-ce que nous nous faisons nous-mêmes complices de ces phénomènes qui nous victimisent. Voyez-vous? Donc, nous devons prendre seulement conscience. Matete mérite mieux, Kinshasa mérite mieux, le Congo mérite mieux, avec nous et pour nous. Offre à toute personne la possibilité de faire valoir ses droits. Tenez, la Constitution dispose, je cite, que toute personne poursuivie est réputée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie par un procès équitable. Le droit à la présomption d'innocence. Et tout naturellement, au cours de tous les degrés d'instance